Zabeth et Robert se rencontrent en 1976 lors d'un mariage à la Blaquererie sur le Larzac. À cette époque, Robert revient au pays après avoir suivi des études de prof de sport à Clermont-Ferrand. En pleine lutte du Larzac, il souhaite défendre les terres de sa famille contre l'extension du camp militaire. Il tombe amoureux de Zabeth, qui venait alors en vacances à la Blaquererie. Et puis 2 ans plus tard, en 78, ils se marient. Quelques semaines après, ils partent à pied à Paris en guise de voyage de noces. Avec un noyau dur de paysans, de sympathisants, ils effectuent 710 km durant 28 jours. Une marche symbolique, très médiatisée, un moment fort de cette lutte. Bienvenue dans EB, podcast qui vous propose des récits glanés entre Écosse et Cévennes, entre Sud-Aveyron et Lozère. On débute donc ce nouvel épisode, enregistré dans la maison de Zabeth et Robert, avec, précisons-le, quelques petits aléas techniques, avec les premiers souvenirs du duo sur leur rencontre, sur leur début, pas si facile, de vie de couple. Ma rencontre avec Robert se passe un été, dans les années 76. Je t'ai connu en venant en vacances dans la maison de mon beau-frère qui l'avait acheté dans les années 68. Il avait acheté une vieille bergerie et c'était un lieu de rencontre de jeunes à l'époque. Et donc, je venais en vacances sur le Larzac et j'ai connu Robert, qui était, lui, étudiant à l'époque, jeune et beau sportif, mais lui était quelqu'un de... C'était un pur porc puisqu'il est né ici, à la Blaquererie. Donc... mon beau-frère prenait plaisir des fois à inviter les jeunes à boire l'apéritif. Et j'ai connu l'été 76, donc j'ai connu Robert. Et donc c'était une rencontre lors d'un mariage d'ailleurs, parce qu'il y avait une jeune fille qui se mariait l'été. Et ici, les gens s'invitaient beaucoup entre eux. Donc voilà, on était invités au mariage et c'est là que j'ai connu Robert. Avec son petit blouson... bien, voilà, il avait la tablette de chocolat, c'était un sportif et il m'a tapé dans l'œil, voilà. Depuis quelques années, donc, celui qui est devenu mon beau-frère, donc, venait à la Blaquererie avec des jeunes de Rodez et il y avait un jardin qui était pas loin de ma chambre, de la fenêtre de ma chambre. Et le soir, souvent, il faisait des feux de camp, il jouait de la guitare, et moi, je les regardais de loin. Et puis, de temps en temps, dans la journée, après, je les croisais. Et puis, c'est vrai que Zabeth, je l'avais remarqué quand même comme ça, quoi. Et après, un jour, j'étais tranquillement assis devant la maison de mes parents, donc, puisque j'habitais chez mes parents. Et puis, je vois passer Zabeth avec un landau, et elle promenait sa petite nièce. Et puis c'est là que les yeux se sont croisés et puis quelque chose s'est passé entre nous. Et puis de là, après, je suis allé la draguer. Je suis allé l'inviter et puis voilà, on s'est rencontrés comme ça. Mais c'est vrai que toute la période où il venait avec tous ces jeunes-là, ça m'avait aussi marqué. Alors, cette histoire, elle débute en plein milieu quand même de cette fameuse lutte contre le camp, l'extension du camp du Larzac. Est-ce que cette histoire va contribuer à renforcer la vôtre finalement ? Oui, bien sûr, parce que moi, avant que je connaisse Robert, l'histoire du Larzac, j'habitais Rodez à l'époque, donc... bien sûr, mon beau-frère était de Rodez aussi, donc il était très sensible à cette histoire qui se passait sur le Larzac. Et à Rodez, on militait ou on participait aux premières actions qui s'étaient déroulées, notamment en 71, j'ai souvenir, où les tracteurs étaient venus sur la grande place à Rodez. Et voilà. Donc nous, on était déjà assez sensibilisés par cette histoire et comme de temps en temps, on venait passer le week-end sur le Larzac, mais c'est vrai que sur le terrain, on était un peu plus informés de ce qui se passait et puis donc j'ai connu Robert, lui, dans les années 76, donc l'histoire, elle avait déjà démarré, quelques actions se passaient déjà sur le terrain. Oui, mais vous, Robert, donc vous suiviez ces études à Clermont-Ferrand et finalement vous décidez de quasiment tout abandonner pour vous lancer à fond dans cette lutte. Écoutez, j'étais étudiant, mais
À un moment, je me suis rendu compte que je passais plus de temps avec des gens qui avaient formé un comité Larzac à Clermont. Je passais plus de temps avec eux ou avec les actions qu'on faisait plutôt que de passer du temps à étudier. Alors à un moment, ça a fait tilt. J'ai dit, tu vas pas te bagarrer quand même pour garder ce terrain contre les militaires et puis en même temps préparer pour partir. Alors j'ai dit, il y a plein de jeunes qui viennent sur Larzac pour nous aider à lutter. Certains veulent s'installer et même certains s'étaient installés illégalement. J'ai dit, je vois pas comment je pourrais moi partir. Donc j'avais décidé d'arrêter mes études, d'arrêter d'étudier. Je suis arrivé jusqu'au bout. J'ai pas passé le concours. Et donc, je suis revenu sur le Larzac. Entre-temps, j'avais demandé mon statut d'objecteur de conscience, parce que donc j'avais pris conscience aussi des problèmes du service militaire. Et donc, j'avais eu le statut d'objecteur. Et donc, j'avais été, comment dirais-je, au tribunal. Là, j'ai pris 5 mois de prison avec sursis, parce que j'étais insoumis, donc en plus à l'ONF. C'est pour ça que j'ai pas voulu aller faire le service civil de 2 ans dans l'ONF, perdu à 600 km ou 700 km de chez moi, dans les belles forêts vosgiennes ou par là-haut. Et j'étais insoumis à l'ONF, donc je suis passé au tribunal, j'ai pris 5 mois de tôle avec sursis. Et j'avais dit à mes parents, je suis objecteur, j'ai de la tôle, donc je ne pourrai pas jamais être prof. Donc je suis revenu par la petite porte chez mes parents. Et mes parents aussi, c'était ambigu, parce qu'eux, ils ne voulaient pas l'extinction du camp, mais ils ont vu de mauvais œil que je revienne sur une exploitation qui était très petite, où il y avait tout à faire. Et il y avait 80 brebis au milieu du village, avec 5 bergeries, il fallait sortir le fumier à la main, enfin, il fallait transporter le foin avec des brouettes, enfin, etc. C'était pas de l'agriculture, c'était de l'élevage vivrier, disons. Et ici, dans le village, tout le monde avait quelques brebis, quelques cochons, le jardin, etc. C'était ça. Et j'ai commencé comme ça. Et le gros problème que j'ai eu, c'est comme il y avait le projet d'extension du camp militaire, j'ai pas eu droit à m'installer. J'avais pas droit aux aides d'installation. Donc pendant 7 ans, j'ai vivoté avec mes parents, sans salaire, marié donc en 78. Une femme, j'allais presque dire à charge, parce qu'elle avait arrêté ses études, son travail. Elle était employée de mairie à Vendôme, c'est la plus grosse bêtise qu'elle a fait. Je crois qu'on aurait pu, maintenant avec le recul, elle aurait pu continuer quelque temps de travailler, de gagner un peu d'argent. Alors que là, elle est venue, on n'avait pas de maison, on a vécu avec mes parents pendant quelque temps, jusqu'au jour où il y a un gars dans le village qui avait une maison, il venait l'été et puis il partait en Afrique pendant tout le reste de l'année. Et quand il a dit, mais vous êtes mariés, vous allez habiter où? Ben, on a dit avec les parents, il a dit, ça va pas, non? Tiens, t'as les clés de ma maison, là, vous allez habiter chez moi tout l'été. Et on a commencé notre vie en couple comme ça, dans une maison que nous a prêtée ce voisin. Et j'ai commencé à ce moment-là de retaper la maison dans laquelle on est aujourd'hui, qui était une grange. Et il y avait tout à faire. Donc on a commencé à gratter, à nettoyer, à crépier. Puis au bout d'un an, elle était habitable, mais très peu. Et on a vécu quand même dans des conditions assez précaires, mais on avait droit à rien, puisque il y avait l'épée de Damoclès de cette accession de camp, et donc on devait partir, on ne devait pas exister. Un début de vie commune, on l'a compris, qui n'a rien dans long fleuve tranquille. Mais les deux jeunes tourtereaux possèdent bien des ressources et une sacrée détermination. Leur amour sera, quoi qu'il arrive, plus fort que tout. On est naïf. À 22 ans que j'avais, moi, les petits oiseaux, la nature, tout me paraissait joli, surtout que je venais souvent que l'été. Donc, effectivement, quand on a décidé de se marier, ça n'a pas été très, très facile. Parce que moi, j'étais une citadine, donc la maman de Robert, déjà, elle n'était pas vraiment très contente du retour de son fils.
et qui reviennent avec une fille de la ville, c'était pas le top. Donc moi, oui, j'ai eu un début de vie assez difficile, mais que j'ai affronté un peu naïvement, parce que moi, je pensais vraiment que tout se passerait bien. Mais les choses n'ont pas été faciles du tout, parce que en plus, j'avais effectivement quitté mon travail. J'étais éducatrice de jeunes enfants. Je travaillais dans une crèche municipale dans le Loir-et-Cher. Donc j'ai tout quitté. Et puis, hop, on se marie. On se marie, mais avec plus rien dans les poches, puisqu'on n'avait plus d'argent. Et puis, une maison, donc effectivement, on devait habiter chez mes beaux-parents. Bon, mais moi, au départ, ça me paraissait pas, pourquoi pas. Mais bon, quelqu'un de l'extérieur, effectivement, le jour de notre mariage, qui nous a dit, bon, moi, je vous prête la clé de la maison, ça a été le plus beau cadeau de mariage que j'ai pu avoir. Parce qu'effectivement, on n'a pas vécu sur le même toit que ma belle-mère. Et puis, on a pu un peu vivre tous les deux, même s'il fallait que je déplace mes casseroles le midi pour aller chercher à manger chez ma belle-mère, parce que elle prétendait qu'il fallait pas qu'on fasse de dépenses inutiles. Donc, on était à la merci de mes beaux-parents. Et ça, c'est vrai que au début, pendant 2-3 mois, je trouvais ça rigolo. Et puis après, j'ai commencé à trouver que la vie était dure, parce que ma belle-mère était très exigeante avec moi. Et puis, comme j'étais une bouche à nourrir de plus, eh bien, fallait que je rende beaucoup de services pour pouvoir payer ma nourriture, si je puis dire. Hein. Donc, puisqu'elle me le disait, hein, il fallait bien que je paye ma nourriture. Donc, elle me donnait à manger, mais en contrepartie, il fallait que je l'emmène à Millau tout le temps, faire les courses chez le coiffeur, l'emmener chez les copines, passer mon temps à la veiller et à prendre soin d'elle. Donc, c'est vrai que pour moi, une citadine, j'ai commencé à trouver le temps un peu difficile. Et puis après, en contrepartie, ce qui me motivait, c'était de pouvoir se projeter dans un avenir commun avec Robert, dans une maison. Donc, ce petit palier qui est devenu notre maison aujourd'hui, on a commencé à le décrépir, à bricoler pour pouvoir se faire un petit nid. Donc ça m'a motivée. Robert, je pense que sa maman, elle aurait préféré le marier avec quelqu'un du coin, plutôt qu'avec une fille de la ville. Hein. Mais ça, c'est vrai, puisqu'elle me l'a dit. Hein. Pourquoi il est allé chercher si loin, alors que tout près, il y avait ce qu'il fallait. Je ne l'ai pas cherché loin, c'est elle qui est venue à la porte de la bergerie, presque. Non, ce que je voulais ajouter, là, ce qu'elle a dit, c'est qu'on a quand même la grosse satisfaction qu'on a, c'est nos enfants. On a 3 enfants. Le plus loin habite Millau, mais travaille à la cavalerie à 12 km. La plus près, elle habite à 500 mètres de chez nous et elle travaille à Nantes. Et puis l'intermédiaire, il est à la ferme, il a construit sa maison, c'est à 5 km d'ici. Donc on a nos 3 enfants autour de nous. Et puis la chose aussi que je dis, c'est que j'avais 3 passions dans ma vie, le sport, le tourisme et l'agriculture. Il y en a un qui est prof de sport, ce que moi j'aurais pu faire. Il y en a un autre qui a repris l'exploitation que j'ai créée. Et puis la 3e, elle travaille à l'office de tourisme maintenant. Je ne peux pas être plus comblé que ça. Les enfants qui sont issus de la lutte du Larzac, beaucoup de jeunes sont revenus vivre au pays. Hein. Et c'est vrai que c'est parce que ils ont peut-être senti effectivement que ici c'est une terre un peu d'accueil où Élodie, elle a eu la chance qu'on lui donne du terrain et puis elle a aujourd'hui envie de vivre elle aussi d'une façon un peu. Elle apprécie ce côté rural, elle apprécie la nature, toutes ces valeurs que les jeunes aujourd'hui recherchent aussi, hein, cette vie un peu saine dans un cadre sain. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui. Je crois que c'est les conséquences de l'état d'esprit de notre génération, de l'après-Larzac, avec tous ceux qui sont venus après et tous ceux qui se sont installés. Je crois qu'il y avait une mentalité qui était différente de la mentalité qu'il y avait de nos parents, etc. Et ce qui a fait, c'est que les enfants de notre génération, ils se sont tellement bien plu dans le coin, et puis entre eux aussi, ils se rencontraient, ils se trouvaient. Puis il y a une grosse majorité qui est encore là. Ils se sont installés, soit en agricole, soit en autre chose, mais ils sont là sur le Larzac. Et le Larzac, c'est vrai que autant les politiques avant 70, ils disaient le Larzac c'est foutu, et à part l'armée qui peut sauver ce pays,
Ben non, ils avaient tout à fait tort, parce que même sans l'armée, même si elle est revenue, l'armée, mais elle ne sort plus de chez elle, donc elle ne nous empêche pas, nous, de nous développer de l'autre façon. Sur Larzac, il y a 50 métiers qui existent. Les gens se sont installés en artisanat, en beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas, et ces gens-là font l'habitat du Larzac avec une mentalité vraiment spéciale, un dynamisme, une amitié, et c'est super ça. Petit retour en arrière à présent, Zabeth et Robert se rencontrent, rappelons-le, en 1976, et c'est en 1978 qu'ils décident de s'unir par le mariage. Celui-ci va être suivi d'un voyage de noces, jusqu'ici rien d'exceptionnel, sauf que ce voyage reste pour le moins surprenant. En pleine lutte du Larzac contre l'extension du camp militaire, une marche en direction de Paris des paysans et de nombreux sympathisants se prépare. Zabeth et Robert vont y participer et même effectuer à pied tout le trajet. On s'est mariés, on n'avait même pas prévu de partir en voyage de noces. On s'est mariés au mois de septembre. On s'est mariés au mois de septembre et normalement les mariés, un mois après, ils partent à lune de miel, comme on dit. Mon père m'a dit, et à ce moment-là, on avait décidé de faire cette fameuse marche sur Paris au mois de novembre, octobre-novembre. Et donc mon père m'a dit, mais si tu pars en octobre-novembre, on n'aura peut-être pas fini de semer. Si tu pars en voyage de noces au mois d'octobre, moi j'y arriverai pas. Donc il faudrait quand même que tu sèmes avant de partir faire ta marche avec le Larzac. Puis c'est là qu'avec Zabeth on a dit, on ira faire la marche. Et à Rigolade, on a dit, ce sera notre voyage de noces. Oui, de toute façon, cette démarche avait été décidée par le Larzac. Donc effectivement, on a dit, bon, naïvement aussi, allez, on va partir. Fin octobre, on est parti. Moi, je suis retournée quand même m'acheter une bonne paire de chaussures, toi aussi, des bons cirés. Et puis, on a dit, bon, allez, on y va. Et puis, quelqu'un nous a dit, bah oui, vous venez de vous marier, il faudrait peut-être le bâton de marche, il faudrait attacher le petit ruban. Donc, disons que sur le Larzac, ça a amusé un peu tout le monde parce que, bon, il y avait un couple, voyage de noces, un couple de paysans qui partaient faire leur voyage de noces. Effectivement, puisqu'à chaque étape de notre voyage de noces, et le soir, quand on arrivait dans les villes, on disait qui veut accueillir un couple de jeunes mariés. Donc, souvent, on a été quand même très bien accueillis, oui, nous. Ouais. Et puis, moi, ça m'a permis un petit peu de connaître un peu les paysans aux alentours. Hein. Enfin, de jour en jour, il y avait à chaque étape, il y avait des gens de la région qui marchaient aussi avec nous. Donc, on était quand même un bon groupe. Il y a un petit tableau. Il y a Cabu qui a pu faire un petit crowbar sur les jeunes mariés. Donc ça, c'est un beau souvenir. Ça veut dire que c'est resté dans l'histoire. Alors, hein. Cabu, il nous a offert une planche, la planche du canard enchaîné. Non, pas du canard. Non, c'était pas le canard enchaîné, c'est Charlie Hebdo. Charlie Hebdo. Et donc, il nous a bien caricaturés tous les deux. Et puis, bon, c'est rigolo. Moi, j'exprime à Robert, radin quand même, tu aurais pu m'emmener à Venise pour mon voyage de noces. Et Robert, avec son caractère, me répond, ta gueule et marche. Hein. Voilà. Donc, non, on était 24 paysans du Larzac. Vous voyez, sur le commentaire qui est mis sur l'article, parmi les 24 paysans du Larzac, il y a même un couple en voyage de noces. Derrière, il y a les groupies, les barbus, les écolos, les babacools. Seul le Larzac peut encore réunir tout ça. Voilà, ça c'est un bon souvenir. J'ai cette affiche dans notre véranda parce que ça, voilà, c'est quand même une étape. Normalement, le voyage de noces, les nouveaux mariés, ils partent tout seuls dans un petit coin pour être tranquilles. Ben, nous, ça n'a pas été le cas. On est parti avec un groupe derrière de pas mal de personnes et puis on passait pas inaperçu. J'imagine, vous l'avez dit, hein, vous étiez bien accueillis. Vous avez effectué, vous, les 28 jours. Oui. C'est-à-dire que donc tout le parcours. Ah, tout le parcours. Oui, tous les deux, on a fait tout le parcours. Et donc, il y a l'arrivée à Paris.
Et là, ça se passe comment? Parce que finalement, toute cette bande de paysans qui débarquent comme ça dans la capitale, vous êtes accueillis comment? Vous vous en souvenez? Ah ben, j'ai souvenir de bombes lacrymogènes, ça c'est sûr, dans lequel on a été enfin, on était bien sûr en groupe, très solidaires les uns les autres, mais moi, cette arrivée m'a quand même, reste un souvenir un petit peu poignant, émouvant, et on était tous accueillis quand on est arrivé à Paris, vraiment avec beaucoup de... Moi, j'avais beaucoup d'appréhension, j'avoue. Et j'ai souvenir d'avoir beaucoup pleuré parce que on était quand même submergé par ces bombes lacrymogènes. Et puis, au milieu de tout ça, j'ai ma sœur, une de mes sœurs, qui nous accueillait là-haut à Paris, qui m'a surpris derrière et m'a entendu pleurer et qui est venue chaleureusement me voir. On est là, on vient vous accueillir. Et ça, j'ai souvenir de quelque chose d'émouvant. J'étais contente de retrouver ma sœur qui m'accueillait. Et avant de pleurer à cause des grenades lacrymogènes, on a pleuré d'émotion parce que avant le stade de Charletti, parce que c'était devant le stade de Charletti que les grenades ont pété, il y avait, je sais pas, 50, 60, 80 000 personnes qui nous attendaient. Il y avait aucun slogan. Je suis presque ému là. Rien que le bruit des bâtons sur l'asphalte, ça fait, c'est dur. Et je vous dis, oui, je suis ému de leur entendre ce truc. On marchait et toc, 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 bam, on dans la foule. Et puis après, tout d'un coup, je sais pas pourquoi, il a fallu que le pouvoir casse tout ça. Et puis on a commencé à balancer des grenades lacrymogènes. Il y a un gars qui nous a dit, j'ai vu un gars qui balançait des trucs sur les flics. Et puis après, tout d'un coup, hop, il est parti avec les flics. Donc c'était un flic qui venait provoquer les autres flics et puis nous exciter nous. Et c'est vrai qu'on avait un service d'ordre, c'était vachement bien préparé. Les casseurs, il y en avait, mais pas là. Ils sont pas venus ce jour-là. Je sais pas s'ils nous respectaient ou quoi. Et maintenant, quand on voit comment ça se passe dans toutes les célébrations à Paris où il y a tout qui est cassé, nous, c'était pas ça. C'était le pouvoir qui a essayé de casser tout ça avec des grenades lacrymogènes. Ce qu'ils voulaient, c'est que ça se termine en queue de poisson, notre marche, et qu'on se réfugie dans le stade de Charletti. Ça s'est pas passé tout à fait comme ça, mais là, ça a été dur, l'arrivée. Et finalement, cette marche, elle a été salutaire pour la lutte, parce que finalement, elle s'est bien passée. L'opinion publique, quand même, en a entendu énormément parler. Entre nous, ça a vachement soudé le Larzac, parce que c'était à une époque, ça faisait quand même 6-7 ans qu'on se battait. Il commençait à y avoir des petites fêlures. Il y avait des gens qui commençaient à en avoir marre, qui voulaient, certains, négocier, accepter une mini-extension, enfin bon, bref. Et même moi qui voulais m'installer et qui n'avais pas le droit à cause de ça, c'est vrai qu'il y aurait eu une mini-extension où j'aurais pu m'installer là où je me suis installé. Mais non, moi j'avais été jusqu'au boutiste. Mais c'est vrai que cette marche, ça a vachement soudé le groupe. Et après, bon, on est reparti pour 3 ans de plus, puisqu'il a fallu arriver jusqu'en 81. Ça semble rien comme ça, mais 3 ans de plus, ce n'est pas rien. Ça a dû être long quand même pour vous. Oui, mais enfin, ça a été long. Enfin, comme on ne savait pas combien ça allait durer, on vivait pas le jour, mais l'année à l'année, et puis on continuait à lutter, quoi. On ne voulait pas lâcher. Et puis chacun continuait à survivre dans sa ferme, à manifester, à travailler pour pouvoir faire tourner l'exploitation. Et puis il y avait beaucoup d'entraide aussi. Il y avait des gens de l'extérieur qui venaient nous filer un coup de main. La solidarité, on a vu ce que c'était avec la bergerie de la Blaquière, on a vu ce que c'était avec les grandes manifs qui se sont passées sur le Larzac et la préparation. C'est vrai que c'est une époque, je dirais presque que ça m'a forgé une mentalité aussi, hein, parce que... Ouais, mais il fallait affronter notre quotidien quand même. Hein. Oui, notre dur, quotidien a été très dur parce que on n'avait donc effectivement pas d'argent. Et puis les parents de Robert qui étaient quand même là aussi pour dire, bah ouais, mais tant que vous êtes aux réunions, vous n'êtes pas à la maison à travailler, à arracher les patates ou faire... Non, c'est vrai que notre quotidien il a fallu qu'on soit très patient quand même. Il fallait travailler 2 fois plus, hein. Il fallait militer d'un côté et puis faire le boulot de l'autre. Hein. Et on y est arrivé, mais je vous dis, j'étais pas seul. Hein. On était tous pareils, tous ceux qui militaient, ils passaient du temps en réunion, en manif, et puis après le boulot, il fallait le faire. Hein. On a fait des petits boulots. Moi, je faisais beaucoup de couture, puis j'aimais ça, donc
Je travaillais des fois pour la tisserande de la couvertoirade qui me faisait faire les ourlets de ses écharpes. Je faisais de la couture aux gens du village parce que tout ce qui était ourlet, les gens me le demandaient. Donc ça me faisait 3 sous un peu pour rentrer un peu, pour gagner un peu d'argent. Hein. Mais c'est vrai que la vie n'a pas été facile. Moi, j'étais facteur jusqu'au jour où, comme j'étais objecteur, ils m'ont viré. Enfin, facteur, je faisais des remplacements. Après, je suis allé traire chez un voisin. Pendant 2 ans, j'allais traire en matin et soir chez le voisin. Ben, écoutez, il fallait quand même faire bouillir la marmite. Hein. On faisait le jardin. Moi, j'ai appris à faire du jardinage. Aujourd'hui, c'est ma passion. Et c'est vrai qu'on n'a pas été malheureux puisqu'on quelque part, c'était dur, mais j'ai quand même pas... J'ai pas de mauvais souvenirs quand même de cette époque. Non, mais le côté positif de tout ça, c'est que les paysannes du Larzac ne se seraient pas connus. On ne se serait pas connus entre la Blaquererie, puis la Blaquière, ou même la ferme de l'hôpital, on les connaissait un peu. Mais il y a plein de gens que j'aurais pas connus. Sauf que dans le village, vraiment, il n'y avait pas beaucoup, on n'était pas soutenus beaucoup par les gens du village. Les gens disaient, ils dépensent tout leur argent dans l'essence pour aller aux réunions. Non, mais dans le village, il y avait, comme partout, il y avait des gens qui auraient profité de la situation. Si l'extension du camp s'était faite, nous, on serait partis. Et puis, il y en a un ou deux qui auraient profité des terres qu'on libérait, quoi. Bon, ça, c'est dans tous les trucs, c'est pareil. Je citerai pas des noms, mais ceux qui connaissent l'histoire, ils sauront s'y retrouver, quoi. Mais bon, c'est vrai que on le ressentait, ça. Larzac, j'ai tout le temps senti qu'il y avait une possibilité de développement du tourisme. Moi, j'étais sportif et je voyais toutes les choses qui se passent maintenant même un peu partout. Les trails, les trucs comme ça, les GR, les marches. Moi, je le voyais déjà avant peut-être beaucoup de gens. Et je disais, ce pays que certains disent c'est un désert, alors que regardez autour de nous, là, aujourd'hui, il n'y a que de la verdure. C'est plein de désert. Mais ça, il faut le faire partager avec les gens de l'extérieur. Et autant, au début de la lutte, on disait touristes des forts. Au bout d'un moment, on a dit non, touristes, venez et faisons en sorte de les accueillir. Je ne sais pas de quelle forme, enfin, après, il s'est créé des gîtes, il s'est créé des chambres d'hôtes, il s'est créé tous ces trucs-là. C'est comme ça que le Larzac a pu se développer, alors que certains ne voyaient que des militaires qui auraient envahi et qui auraient foutu dehors 17 000 hectares. Nous, tout petits, dans notre exploitation, on a essayé justement d'ouvrir les portes de la ferme. Et parce que Robert, c'est vrai que c'était quelque chose qui te tenait beaucoup à cœur. Et donc, tous les mercredis, eh bien, on ouvrait la ferme. On a été un peu précurseurs à ouvrir les portes de la ferme avec nos petits moyens. Donc, on accueillait les gens à venir, ils nous regardaient traire. À la fin de la traite, on leur proposait un gâteau que je faisais avec le lait des brebis. Et puis, on vendait quelques produits de la ferme qu'on transformait, puisqu'on faisait aussi un élevage de canard gras. Oui, mais ça, c'était dans les années 2000. Mais on a fait ça dans les années 2000, oui. Mais on a été un peu au début à vouloir ouvrir les portes de la ferme, à faire des repas à la ferme. Ça nous a demandé beaucoup d'énergie, c'est vrai, mais on était contents parce que c'était aussi un échange qu'on pouvait avoir un peu avec les gens. On était un peu enfermés quand même à la ferme, justement, on sortait pas beaucoup, donc ça nous permettait d'avoir une ouverture un peu avec les touristes qui venaient et qui avaient l'air très contents de venir nous voir d'ailleurs. À vous entendre, vous ne l'auriez jamais quitté, ce Larzac. Ce Larzac, c'est chez vous, vous l'aimez. Hein. On l'aurait jamais quitté, mais en fait, je pense qu'on a mis notre pierre à l'édifice. On a essayé de le développer en acceptant pas mal de choses. On a accepté que des étrangers, entre guillemets, bien entendu, des gens de l'extérieur plutôt s'installent chez nous, et ça, on les a accueillis à bras ouverts. Après, au point de vue agricole, je peux vous dire que au début, je me suis installé avec un associé sur une ferme dont une partie avait été achetée par l'armée. On avait quand même près de 600 hectares. Hein. 600 hectares du Larzac, c'était des terres quand même pas très riches. Sur ces 600 hectares, il y avait 40-50 hectares de labourables. Quand on s'est séparés, on avait 150 hectares à peu près, donc ça veut dire qu'on en avait défriché 100. Et actuellement, on a 2 exploitations avec 80 hectares de grattables, disons, d'améliorés. Donc ça fait 160 hectares en tout. Donc si vous enlevez les 50 qu'il y avait au départ,
ça fait quand même plus d'une centaine d'hectares qui ont été défrichés, mis en valeur. Donc tout ça, ça met en valeur quand même le Larzac. Et là, on voit que le Larzac, c'est plus ce que c'était avant, avec plein d'endroits où, à part les brebis qui y allaient, il se passait rien. La nostalgie qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est d'être arrivé à l'âge qu'on a et puis d'avoir tout le temps, tout se passer derrière nous. On a plaisir à le partager, effectivement, mais voilà, on a la nostalgie de voir les choses, tous les anciens du village qui sont morts et puis se passer quand même s'il a été dur, il a été chouette quand même. L'autre fierté que j'ai, en plus que je vous ai parlé tout à l'heure de nos enfants, qui sont pas loin, l'autre fierté que j'ai, c'est qu'on s'est installé avec mon ancien associé sur une ferme à presque 600 hectares. On était 2. Ensuite, on s'est séparés. Lui a pris un associé, donc on était 3. Mon fils s'est installé, ça fait 4. Mon ancien associé a pris un autre associé, ça fait 3 et 2. Maintenant, là, mon fils s'est associé avec une autre personne qui m'a remplacé et ils ont pris un 3e associé. Donc là où on n'était que 2, maintenant ils sont 6. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où ça s'est passé comme ça, c'est plutôt dans le sens inverse qui s'est passé, c'est-à-dire là où il y avait 6 actifs, il n'en reste plus que 2. Mais là, c'est une fierté aussi qu'on a, c'est parce qu'on a défriché, c'est parce qu'on a quitté le giron Roquefort pour avoir du lait payé à un prix correct, c'est parce qu'on est passé tous les 2 en bio, on a un prix du lait mieux revalorisé, tout ça a fait qu'on a créé des emplois. Donc finalement, c'est quand même du positif, c'est bien ce que je dis à l'arrivée. Oui, c'est du positif, mais le positif, il ne vient pas tout seul. Hein. Il faut le créer, le positif. Il faut le provoquer, et puis il arrive. Hein. Voilà, c'est la fin de cet épisode de EB, podcast qui vous propose des récits glanés sur ce beau territoire entre Causse et Cévennes, entre Sud-Aveyron et Lozère. N'hésitez pas à vous abonner à EB sur votre plateforme d'écoute favorite et à, pourquoi pas, nous laisser un commentaire, voire même une note. On se retrouve très vite, d'ici 3 semaines, pour un nouvel épisode. Salut!